Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 17 décembre dernier, au moment où la France était soi-disant peuplée d'anti-vaccins, je déclarais ici même devant vous: ce qu'il faut craindre, ce n'est pas que les gens refusent la vaccination et que les doses restent dans les congélateurs, mais que nous ayons du mal à répondre à la demande. Face au rouleau compresseur des réseaux sociaux et des médias qui avaient fait des anti-vax le sujet du moment, cette analyse, hélas, n'a pas convaincu à l'époque. Voltaire disait qu'il est dangereux d'avoir raison quand le roi a tort. Aujourd'hui, il est inutile d'avoir raison quand Twitter a tort. Il était pourtant facile de s'apercevoir de l'ineptie des sondages qui ne distinguaient pas entre les anti-vaccins et ceux qui attendaient de mieux connaître un vaccin nouveau. Facile de constater que 2,5% des Français seulement sont opposés aux vaccinations pour leurs enfants. Et enfin, qu'alors qu'on avait commandé 1,5 fois plus de vaccins anti-grippe que l'an dernier, en octobre, les stocks ont été dévalisés en 10 jours. Quel journal a-t-il alors titré « Ruée sur les vaccins » ? Aucun. Les Français n'étaient pas anti-vaccins, ils attendaient seulement quelques précautions avant de conseiller à leur grand-mère de se faire vacciner. Mais ça ne fait pas le buzz. Dans notre monde hystérisé, les critiques mutent aussi vite que les virus. C'est désormais la lenteur de la vaccination qui est dénoncée, souvent par ceux-là même qui reprochaient qu'on ne prenne pas assez de précautions face aux anti-vaccins. C'est tellement agréable de mettre un bâton dans les roues de la charrette pour mieux se plaindre qu'elle n'avance pas. Après un démarrage laborieux, les lenteurs de la vaccination ont aujourd'hui une cause principale dans tous les pays, ou presque, les difficultés de production des laboratoires. Il faut le répéter aux professionnels de l'indignation, personne, ni l'Europe, ni le gouvernement, ni les élus locaux, ni les soignants, n'en porte la responsabilité. Il faut aussi répéter aux professionnels du pessimisme que ce qui est stupéfiant, ce n'est pas la difficulté des campagnes de vaccination, c'est le miracle de disposer d'un vaccin en moins d'1 an. La critique est nécessaire à la démocratie, mais j'avoue que j'ai du mal à hurler avec les loups. Et j'ai encore plus de mal à hurler avec les ânes. Car nous sommes tous des ânes face à ce virus. Nous ne connaissons toujours presque rien de lui. Chaque certitude, chaque annonce, il les dément tôt ou tard. Un exemple, la France s'est sentie humiliée pendant des mois en 2020 par les comparaisons avec l'Allemagne. Aujourd'hui, les Allemands ont 1000 morts par jour et nous 300. L'Europe centrale et balkanique, presque épargnée au printemps, est aujourd'hui la plus frappée. Il y a donc dans l'extension de l'épidémie des déterminants qui vont bien au-delà de l'application des mesures de protection et que nous ne comprenons pas. Pas plus que nous ne pouvons prévoir les mutations, ni la date et le lieu de leur apparition. Face à tant de difficultés et d'incertitudes, il semble aux médecins que je suis que le premier impératif pour les politiques, c'est de faire face ensemble, ou tout au moins avec un minimum d'unité nationale. C'est le cas, et je m'en réjouis, quant à la loi qui nous réunit ce jour, qui sera très largement votée, et dont le seul désaccord porte sur 25 jours dans la durée de prorogation, obstacle qui ne devrait pas être insurmontable. Je m'en réjouis pour 2 raisons. D'abord parce que tout le monde dans notre assemblée a bien compris, à 1 ou 2 exceptions près, je viens de le réaliser, que ne pas voter cette prorogation reviendrait à poignarder l'exécutif dans le dos en plein milieu de la bataille. Ensuite, parce que la préoccupation actuelle des Français est ailleurs. Comment se protéger du virus ? Comment affronter la crise économique à venir ? Comment, pour chacun, surmonter les difficultés passées, présentes et futures et la profonde lassitude qui, peu à peu, étreint nos concitoyens ? Cet accord sur la prorogation ne doit pas signifier, bien sûr, que le Parlement soit privé des débats nécessaires avec le Gouvernement si ce dernier envisageait des modifications substantielles de l'état d'urgence ou si intervenaient des développements imprévus de l'épidémie. Cette hypothèse n'est en effet pas exclue. Le professeur Lévy dans le journal du dimanche, le professeur Delfraissy dans son interview télévisée ont tous les deux délivré un message essentiel. Ne croyons pas que, comme dans les contes de fées, le bon vaccin nous délivrera du méchant virus à l'été. Tous les Français ne seront pas vaccinés à cette date, et lorsque tous le seront, le virus continuera d'être menaçant par ses mutations. Nous vivrons longtemps avec lui. Certains jugeront ce rappel peu opportun au moment où nous sommes tous fatigués, certains épuisés et d'autres déprimés ou sans ressources. Si je le fais quand même, c'est pour 3 raisons. D'abord parce que c'est la vérité. Ensuite parce que les extraordinaires progrès scientifiques qui ont produit le vaccin en quelques mois nous donnent la certitude que le combat sera à terme gagné. C'est une immense chance.
Le sida, 40 ans et 30 millions de morts après, n'a toujours pas de vaccin. Enfin, parce que ce n'est pas en nous apitoyant sur nous-mêmes que nous en sortirons, mais en agissant. Du sang, de la sueur et des larmes, disait Churchill en 1940. Comparons le sang, la sueur et les larmes que nous avons à verser à ceux qu'ont versé les générations précédentes dans une épreuve bien pire, et nous découvrirons que le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est « montrons-nous à la hauteur ». Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame Esther Benbassa pour le groupe écologiste